Jean-Marc Turin est belge. Il vit et travaille à Bruxelles. Jean-Marc Turin est un artiste à multiples facettes. Il est écrivain, cinéaste, acteur. Non. Tu as été acteur, mais oui, dans plusieurs films, producteur. Il a réalisé plusieurs films documentaires et un long métrage de fiction. Il a travaillé à France Culture comme producteur indépendant de 1992 à 2002 et réalisé des enregistrements pour Radio France qui lui ont valu à 3 occasions le prix de l'Académie Charles Cros. Il a écrit plusieurs romans et de nombreux récits. Il semble avoir une prédilection pour les collaborations, pour les réalisations à plusieurs. Je pense à sa co-réalisation avec Marguerite Duras du film Les Enfants, à ses collaborations avec Jean Mascolo, plusieurs films documentaires à caractère historique, littéraire ou sociétal, notamment consacrés à Robert Antelme ou encore au groupe de la rue Saint-Benoît. Je pense à l'écriture de Retour sur un lieu que je n'ai jamais quitté, récit qu'il a recueilli auprès de Tobias Schiff, flamand déporté à Auschwitz en tant que juif à l'âge de 17 ans. Et je pense à son projet actuel, intitulé provisoirement Miraculé, texte qui retrace la vie d'un homme de 42 ans, belge d'origine marocaine, qui a passé la plupart de sa vie en prison, que Jean-Marc a rencontré dans la vraie vie et dont il a eu envie de raconter l'histoire. Et donc ça, c'est ton projet en cours d'écriture à la vigne. Jean-Marc a reçu pour son roman La Théo des fleuves le prestigieux prix des 5 continents de la francophonie en 2018. Après avoir consacré sa carrière à donner la parole aux victimes d'injustice dans ses écrits et au micro de France Culture, Jean-Marc Turin s'est décidé à livrer le récit des abus sexuels qu'il a subis il y a plus de 60 ans, pour se libérer de la prison du silence et raconter ce qu'il a voulu oublier, les agressions sexuelles répétées par des pères jésuites du collège Saint-Michel à Bruxelles lorsqu'il était un jeune garçon, dans son livre « Révérend Père », publié en 2022 aux éditions Esperluette. Et en cette année 2024, il publie aux éditions suisses Métropolis le cahier de David Giannapoli, l'histoire d'un garçon qui rappelle un peu la sienne. Je cite ce qui sera peut-être la 4e de couverture. Un livre à 4 voix et peut-être un livre pour 4 voix. 4 voix qui s'entrechoquent, s'entremêlent, 4 voix qui se tissent pour se perdre, 4 voix qui s'étreignent et s'éteignent. Chaque voix trace sa voix. Chaque voix porte une voix. Chaque voix vibre à l'écoute des vents, des nuages, des pluies. Chaque voix s'égare dans la nuit des souvenirs. C'est ainsi que l'auteur ébaucherait une présentation de son roman. Comment à bout de souffle devant l'incommensurable silence qui se dégage de son propre ouvrage. Autour du viol d'un enfant, David a sauvé, a aimé. 4 personnages nous parlent de son histoire. Et pour terminer, je tiens également à mentionner la réédition cette année, toujours chez Métropolis, de son livre « 5 rue Saint-Benoît, 3e étage, Marguerite Duras », le récit sensible de ses 25 ans d'amitié avec la grande autrice française. Jean-Marc. Le texte que je vais lire est écrit en 2005, publié en 2005. Il évoque le parcours d'un homme qui a suivi sa conscience, dans l'indignité pour certains, dans son honneur pour d'autres. Il a en effet pratiqué, alors qu'il était médecin durant la guerre 14, il a pratiqué l'euthanasie lorsque cela lui semblait absolument nécessaire. Au sortir de la guerre, il n'a plus travaillé. Il n'a plus pu travailler. Il est devenu, comme on dit, fou. Il a sombré dans l'alcool et les médicaments. Il a ruiné sa famille.
C'était mon grand-père. Jacob Rosenfeld faisait lui aussi partie de la liste de G. Foudroll. Il avait 19 ans. Il portait l'uniforme ennemi. Comme il parlait français, des brancardiers l'avaient ramassé dans un vallon, gorgé d'eau par une nuit d'orage. Ils ont pensé un moment le laisser là, bon à crever. Mais il avait murmuré « Je ne voulais pas. Si vous ne pouvez pas me porter secours, achevez-moi. » Il pleuvait depuis 3 jours sans accalmie, comme il pleuvait des obus par milliers. L'éclat d'une bombe lui avait déchiré le dos et arraché la moitié d'un bras. Georges Parmont l'a pris en charge avec les moyens du bord, pas grand-chose, comme pour les autres. Il a partagé de l'alcool avec le blessé, sans espoir. Pour Georges Parmont, cette période était faite d'automatisme et de résignation, tant la fatigue, l'abrutissement accablaient en permanence ceux qui avaient pour mission de soigner ceux qui allaient se faire trouer la peau. Pour rien. T'avances, t'es mort. Foutue merde de guerre, avait lâché un autre blessé. Tu recules et t'es mort aussi, par ceux de ton camp. Ton dit couardise, manquement au devoir, ils disent. De sa main valide, le blessé Jacob saisit la main soignante de Georges Parmont. La main de Jacob a la consistance d'un torchon, mais d'une douceur irréelle. En comparaison, les seins d'une femme ou la peau d'un nourrisson sont écailles de poisson. Une telle main pourtant a porté un fusil. Elle s'en repent. Le fusil a tué lorsque le doigt a pressé sur la gâchette, le doigt obéissant à l'ordre émis par le cerveau. Un cerveau dressé, endoctriné. La main renonce au souvenir, soudain elle voit. La main du blessé Jacob parle du vol incohérent, contre nature, des oiseaux aras de la terre et des mers. La main décrit des castors creusant des galeries jusqu'au centre de la terre en se bouchant les oreilles, pour ne plus entendre les lamentations des mères et des femmes errantes sur les terres crevassées, les terres mises à mal par le déluge du feu allumé par des guerriers. La main continue de parler. Les animaux domestiques retournent à la sauvagerie des origines. Les étoiles se ressemblent devant le soleil et crient une nuit éternelle. Les arbres fruitiers au cœur de l'été dépérissent. Le miel se transforme en poison. Le lait prend le goût de la poudre. Le vin s'enivre plus. Qui en boit perd le sommeil et la parole. Les sexes des hommes et des femmes ne s'unissent plus par crainte d'engendrer des monstres. Les écrits se retirent des livres et rejoignent les sources pour les contaminer des crimes des hommes. Au milieu des déserts arides, fleurissent des vignes en abondance, poussent un blé dans une opulence rarement constatée et jaillissent des eaux salvatrices. Le soleil se lève à l'ouest, les neiges éternelles se changent en lave et les gouttes de pluie remontent vers les nuages. Le feu refroidit et les neiges réchauffent ce qu'elles effleurent. Les fleuves emportent leurs rives et les océans engloutissent les bateaux. Les terres se fissurent, les continents se déchirent. Le chemin courbe est plus efficace que le droit. Le serpent ne porte plus de venin ni le scorpion. Le lion craint la fourmi. Les filets des pêcheurs se défont au contact de l'eau. Les armes se retournent contre ceux qui les manipulent. La sœur et les frères se maudissent après avoir copulé. L'aigle ne peut plus fixer le soleil. L'or, l'argent, les diamants se transforment en poussière de sable. Les forêts se métamorphosent en cendres stériles. Les ailes des moulins font tourner les vents. Les chemins ne mènent plus nulle part. La main du blessé Jacob parle et pleure et maudit. La main récite Rilke, Hölderlin, Jean-Paul. La main chante Bach, Beethoven, Schubert. La main du blessé Jacob écrit fumer, l'intelligence comme le pouvoir, la richesse comme le plaisir, l'instant, le passé comme le futur. Tout recommence et recommencera. La main du blessé Jacob dit le temps de la naissance et le temps du décès. Fumée et utopie, les rêves face à la malfaisance tapis dans le cœur des hommes, et fumer l'argent et la possession, fumer la victoire et les lauriers, et fumer l'idée de Dieu et l'idée de nation souvent associées, fumer les royaumes et les empires, les palais et les basiliques, et fumer l'enfantement. La main sortie de l'adolescence écrit
Le meneur de guerre comme celui qui s'en éloigne sont pareillement des hommes. Fumez la justice et la prière, et fumez l'espérance et la désespérance, la gloire et l'autorité. Fumez les regrets et les projets, fumez la musique. La main du blessé explore un songe tapi au-delà de sa conscience, enfermé dans la matrice de la connaissance. Un monde inconnu s'épanouit comme une chrysalide devant elle. La main de Jacob l'accueille, s'y engloutit, ne maîtrisant plus ce qu'elle dit, fait et pense. Ou est-ce la main soignante qui s'étiole sous les oppressions? La main du blessé Jacob se consume comme braise, évoque Kaoïlé, roi sans avenir à Jérusalem, se souvient d'Absalom le pourchassé. En cet instant, Georges Parment pose un baiser sur la main du blessé et croit entendre « Si vous le pouvez, docteur, même si je n'ai pratiquement aucune chance de revoir le soleil, tentez l'aventure. Oui, le soleil, même amoché comme je le suis, je ne refuserai pas de questionner. De même la lune et les constellations, mais vous ne pouvez plus rien. Vous prendrez le relais et vous serez témoin. Ce que j'ai écrit, soupire Jacob, je vous le confie. Vous en avez la charge jusqu'au jour où ma mère le lira. Vous et moi, nous avons un bien étrange métier, la vie. La mienne me quitte, la vôtre sera questionnement. L'ennemi, Jacob, fixe un point invisible. Le verre de ses yeux s'inonde de sang. Il implore, ne me laissez pas, qu'on en finisse. Georges Parment le fait, sans hésitation. La main blessée s'immobilise, s'alourdit, devient écorce.